prévenir et guérir la radicalisation religieuse. Nous avons deux intervenants, deux spécialistes ce soir, qui nous font l'honneur d'animer cette conférence. Tout d'abord Anne Fournier, à ma droite, qui est professeure agrégée d'histoire et diplômée de Sciences Po Paris. Elle est auteure de nombreux ouvrages et elle était également ancienne conseillère au sein de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Donc deux ouvrages que nous pourrions citer, La dérive sectaire, paru aux presses universitaires de France, et Secte, démocratie et mondialisation. À ma gauche, Raphaël Liogier, professeur au sein de cet institut d'études politiques, spécialiste du fait religieux, philosophe, auteur également de nombreux ouvrages. Le dernier qui vient de paraître s'intitule « La guerre des civilisations n'aura pas lieu ». Pour rentrer directement dans la thématique de la conférence, je voudrais d'abord poser aux deux intervenants ici présents une question. Qu'entend-on par radicalisation religieuse ? La question soulève en elle-même des problèmes. La radicalisation, elle est actuellement, dans le cadre géopolitique dans lequel on vit, elle est actuellement religieuse, mais ça n'est pas forcément la religion qui la suscite. Et pour m'appuyer sur l'historien Lucien Febvre, je dirais que la religion sert de drapeau à des revendications qui sont d'un autre ordre que spécifiquement religieux. Donc, radicalisation religieuse, ça serait limiter le sujet, puisque la radicalisation, il faut voir ce que c'est, à quel type de public ça s'applique, avec les problématiques qui sont posées par le public adolescent ou post-adolescent que nous connaissons. Et puis religieux, à ce moment-là, il faut aussi, par exemple, considérer les fondamentalistes américains qui sont aussi suprématistes et qui sont aussi radicalisés et qui sont aussi terroristes. Pensez à Oklahoma ou pensez à un certain nombre de tueurs de masse. Donc la problématique est complexe. Ce qu'il faut comprendre du sujet, c'est que de toute façon, ça renvoie à plusieurs champs et que c'est un phénomène mondial. Notre autre conférencier, que je salue, a dans son livre appelé à une gouvernance mondiale. Et incontestablement, c'est comme ça que les choses peuvent éventuellement se régler. Parce qu'il ne faut pas voir ça qu'à la dimension française. Il faut se rendre compte qu'en France, sur les 2 dernières années, ont été considérés comme radicalisés entre 8000 et 8500 individus. Qu'il y en a évidemment beaucoup moins en Syrie, puisque c'est de l'ordre de 220. Mais ces chiffres masquent une autre réalité, c'est que les Belges sont aussi nombreux que nous, alors qu'ils ne représentent que 5 millions d'habitants. Donc, proportionnellement, les Belges sont beaucoup plus touchés par la radicalisation. On ne parle jamais de la Russie, mais le plus grand nombre d'intervenants djihadistes pour Daesh, ce sont les Russes, qui sont chiffrés à plus de 800. Donc, il y a ce contexte-là, qui est un contexte qui touche tous les pays du monde. Le second contexte, c'est le contexte du Proche-Orient ou du Moyen-Orient, qui est de plus en plus complexe, avec le califat qui a essayé de se créer, revendiquant pour les sunnites un retour au passé, comme le définit là aussi M. Liogier quand il parle du fondamentalisme comme d'un retour au passé. L'idée, c'est de reconstruire une société dans laquelle Dieu est au centre, à l'inverse de l'Occident, qu'il définit comme spiritualiste, où la religion est totalement intériorisée et où un certain nombre d'autres sociologues, comme Daniel Hervieux-Léger ou Schlegel, avaient défini la religion en miettes ou la religion à la carte. Donc, une zone touchée par un fondamentalisme qui veut une forme
différente de l'Iran, de théocratie, et un contexte géopolitique extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué parce que je vous rappelle que le Proche-Orient, c'est issu de la Première Guerre mondiale, des partages qui ont été faits à ce moment-là, de la volonté de diviser pour régner qu'avait incontestablement la Grande-Bretagne, et que le résultat a été difficile à gérer sur l'ensemble du XXe siècle. Vous y rajoutez, depuis la déclaration Balfour en 1916, de création d'un État d'Israël, d'abord d'un foyer juif, puis la création en 1948 d'un État d'Israël, et vous créez une poudrière absolument explosive, d'autant plus que les problèmes économiques sont dramatiques. Il y a très peu de choses en commun entre l'Arabie, très peu peuplée et très riche de son pétrole, et un pays comme la Syrie, où le pétrole est beaucoup moins présent, voire quasi absent, avec une forte population. Troisième type de clivage, c'est que, vu d'Aix-en-Provence, l'islam est une seule et même chose. Et c'est loin d'être le cas, puisque vous avez d'abord un clivage mondialement entre sunnites et chiites. En faveur des sunnites, ils sont à peu près 80%. Mais ce clivage, il est multiplié sur place parce que, selon les ethnies, les familles, etc., vous avez une proportion qui peut être localement totalement différente. Cette guerre entre les sunnites et les chiites peut être une guerre simplement de conviction religieuse. En l'occurrence, elle ne l'est plus parce qu'il y a aussi un investissement politique du religieux par des États comme l'Arabie saoudite ou comme le Qatar. Et de l'autre côté, pour soutenir les chiites, de l'Iran. Dernière composante, c'est les soubresauts d'un équilibre mondial qui se cherche, puisque Daesh va incontestablement assez vite disparaître, mais disparaîtra au profit des Russes, ce qui bouscule l'équilibre mondial et pas seulement proche-oriental. Donc la question du radicalisme, c'est une chose, c'est une conception psychosociale, et puis vous avez, se greffant là-dessus, un contexte politique, géopolitique et religieux très compliqué. Merci Yann. Raphaël Liogier, pourquoi la radicalisation religieuse touche-t-elle l'islam d'aujourd'hui ? Oui, ça marche. Déjà, moi, je voudrais remettre en cause ce terme de radicalisation. Je sais que ça ne sert pas à grand-chose parce que ça fait un an que j'essaye de le remettre. Oui, bien sûr, je sais. Ça fait un an que j'essaye de le remettre en cause, ça ne marche pas. Donc, je me suis fait une raison, mais néanmoins, je voudrais quand même, à titre méthodologique, si vous voulez juste évoquer, pour dire, par exemple, je ne sais pas, jusqu'à preuve du contraire, les membres du parti radical ne sont pas supposés être des gens radicalisés. Pourtant, c'est le parti radical. Radical, ça veut dire des gens qui veulent revenir à la racine et qui font confiance à certains principes, et donc qui sont au contraire prêts à négocier tout ce qu'il y a autour, tout en gardant les principes. C'est l'idée du centrisme, en fait, en France. Bon, donc c'est Aristide Briand, et donc la loi qui était rapporteur général de la loi de 1905, qui est supposée être une des origines de la laïcité. Donc vous voyez qu'on est... et qui est supposée, la laïcité, être un remède contre la radicalisation dans ce qu'on entend aujourd'hui comme étant... Radicalisation, moi je trouve que l'emploi du mot radicalisation, il dit beaucoup de notre société de ces dernières années, où on est face à des phénomènes, vous l'avez dit, des phénomènes de globalisation qui sont difficilement compréhensibles, parce que globalisation, ça veut dire une très grande complexité des flux humains, de rencontres humaines, et donc forcément aussi des jeux de frustration, des jeux qui peuvent être des jeux de complémentarité sur un certain niveau, et puis des jeux de frustration qui sont difficilement contrôlables. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Et ça, c'est une vieille réaction humaine que l'anthropologie nous a enseigné,
c'est qu'en nommant le phénomène, c'est le principe magique, on a le sentiment qu'on le cerne, qu'on dit quelque chose. Alors on dit radicalisation, ah, ça y en a compris, il se radicalise. Donc, alors après, on va pouvoir dire déradicalisation, faire descendre de déradicalisation, comme si on entrait, vous savez, on allait doucher les gens, donc ça passe par un processus, et quand ils sortent, ça y est, ils sont clean, ils sont brillants, ils sont déradicalisés, c'est parfait, etc. Bon. Alors, moi je dirais plutôt qu'il y a un certain nombre de comportements qui sont des comportements extrêmes. C'est-à-dire des comportements extrêmes, et à la limite, des comportements extrêmes qui peuvent ne pas être antisociaux, et à ce moment-là, ceux-là, on s'en fiche, je dirais, c'est des comportements extrêmes où on s'habille d'une certaine manière, excentrique, c'est la même racine, hein. Mais des comportements extrêmes qui ont des conséquences antisociales, dont une de ces conséquences antisociales, c'est le terrorisme. Là, on est vers quelque chose de très clair. Et on se dit, ben alors, là, je reprends votre question, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'à un moment donné de notre histoire, dans un espace donné, eh bien, ce type de comportement extrême aux conséquences antisociales qui peuvent aboutir au terrorisme, en toutes les échelles, ça peut être antisocial sans forcément aller jusqu'au terrorisme, ça peut être extrême sans forcément être antisocial, on l'a dit, mais bon, donc extrême, antisocial, terrorisme, comment est-ce que ces comportements ont été attribués et même revendiqués par des gens qui se disent musulmans, qui se disent islam. Ça, c'est une vraie question. Et donc la question, elle peut s'articuler d'une multitude de manières. Je dirais qu'il y a deux grandes réponses, pour faire très simple, parce qu'ensuite, évidemment, on peut rentrer dans la complexité. Il y a une réponse qui correspond plus à ce qui se passait dans les années 70, 80, 90, et il y a une réponse qui correspond plus à ce qu'on a connu depuis, on va dire, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. La réponse dans le premier cas, c'est effectivement un certain type de fondamentalisme islamique, et je dirais même islamiste, l'islamisme étant la version politique du fondamentalisme. On peut être fondamentaliste sans être islamiste, mais il se trouve qu'en contexte musulman, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourrait revenir, le fondamentalisme a été à un moment donné obsessionnellement rivé sur l'Occident comme étant une valeur négative, une contre-valeur, sans qu'il aboutisse forcément au terrorisme, mais c'est ça qui a construit une certaine forme d'islamisme anti-occidental, paradoxalement avec une critique fondée sur des auteurs occidentaux, c'est-à-dire par exemple les islamistes comme même on pourrait dire quelqu'un comme, qu'il soit chiite ou sunnite, c'est-à-dire quelqu'un comme Ayatollah Khomeini, il lisait Karl Marx et il lisait Heidegger sur la critique de la société de consommation, le déracinement moderne, etc. Mais sauf qu'il faisait à la sauce musulmane en disant la solution évidemment, c'est l'islam. C'est un islam pur qui purifierait cette société de consommation dans toutes ses caractéristiques. Il se trouve que dans les années 80-90, début même des années 80, on a vu apparaître le terrorisme islamique, c'est-à-dire une version violente de l'islamisme néo-fondamentaliste, obsessionnellement rivé sur l'Occident comme étant une antivaleur. Vous me suivez? Ce qui n'existait pas avant, c'est-à-dire avant, il pouvait y avoir des idéologies complexes, critiques, etc. Là, c'est devenu du terrorisme. Ce terrorisme, il a une multitude de causes. Il y a des causes géopolitiques. Il a été en partie financé en Afghanistan, à la fois par les Saoudiens et les Américains, l'Afghanistan étant devenu une sorte de terrain d'entraînement de ce qui allait devenir le futur terrorisme. Il est en partie induit par, j'allais dire, des maladresses, et plus que des maladresses, dans le processus de décolonisation, donc touchant l'Algérie, touchant un certain nombre de pays. Et il est aussi lié, effectivement, ensuite, au fait qu'un certain nombre, parce que là on est sur le moyen terme, long terme, moyen terme, j'ai parlé du long terme sur pourquoi est-ce que, obsessionnellement, l'Occident, moyen terme, processus de décolonisation, etc. Et court terme, comment trouver des individus qui vont passer à l'action. Et c'était ça plutôt la question, c'est-à-dire des individus qui vont passer à ces comportements extrêmes qui vont aboutir au terrorisme. Dans les années 80-90, c'était des individus très éduqués, voire suréduqués, qui avaient une formation théologique, voire une formation même universitaire classique, qui avait été formée
en Arabie Saoudite, en Égypte, mais qui avaient été aussi formés dans des universités françaises et qui avaient été formés aussi aux États-Unis. Les attentats du 11 septembre témoignent de ça, parce que c'est un terrorisme qui est nourri par une idéologie, je vous dis, anti-occidentale, anti-société de consommation, et qui prend le relais idéologique et pratique des groupes terroristes des années 70, des groupes terroristes d'extrême gauche comme la bande Abadher ou d'autres groupes, le dernier avoir été démantelé plus tard, dans les années 80, étant Action Directe. Et donc, c'est un terrorisme qui va utiliser les mêmes méthodes, qui va avoir la même structure idéologique, mais avec une dimension qui est une dimension islamique, plus axée sur les mœurs, et avec une dimension forte axée sur la question aussi de la sexualité, donc la pourriture de l'Occident, plus par rapport à la sexualité, donc avec une forme de pudeur, pudibonderie idéologiquement soutenue. C'est ça qui se passe dans les années 80, 90. Et donc là, on a des processus qu'on pourrait à la limite appeler processus de radicalisation. Parce que des gens qui prétendent revenir à la racine, puisqu'ils sont fondamentalistes, et qui peuvent glisser, qui peuvent venir de milieux sociaux peu éduqués, mais qui par contre vont se mettre à vouloir parler l'arabe, vouloir avoir accès au texte, et ils vont être orientés, influencés, peut-être on pourrait même dire conditionnés, vers des interprétations dites littéralistes, avec des interprétations qui vont justifier la violence et qui vont justifier le terrorisme. Dans les années 2000, c'est ça que j'essaye de m'escrimer à expliquer, dans les années 2000, on a un grand changement par rapport à ça, progressivement. Je vous signale, juste que quand je dis que les symboles d'ailleurs qui sont touchés, qui sont visés par ces terrorismes, première mouture, fin des années 70, début des années 2000, ce sont quasiment jamais des symboles religieux, pour dire qu'on n'est pas, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas dans la guerre de civilisation, de guerre de religion. C'est pratiquement tout le temps des symboles liés au capitalisme occidental, société de consommation, jusqu'aux 2 tours du 11 septembre, la finance. Jusqu'aux 2 tours du 11 septembre. Et chaque fois que ce sont des symboles qui ont l'air d'être religieux, quand on approche le microscope, on se rend compte que c'est lié à un conflit spécifique, type conflit israélo-palestinien. Encore une fois, si j'essaye d'expliquer, ce n'est pas pour excuser quoi que ce soit, si vous voyez ce que je veux dire. C'est seulement parce que ce n'est pas en mettant sa tête comme une autruche dans le sable qu'on arrive à comprendre un phénomène et qu'on arrive à le diagnostiquer, pour le coup, qu'on arrive à guérir. Parce que, puisque j'ai bien aimé la métaphore de la guérison, c'est qui accepterait d'être soigné, j'ose même pas dire guérir, qui accepterait d'être soigné par un médecin qui serait émotionnellement tellement impliqué par la maladie qu'il prétend soigner, qui tirerait de tous les côtés, qui s'abstiendrait de faire un diagnostic sérieux. Qui accepterait de faire ça, de prendre ce risque-là pour sa propre maladie? Or, c'est ce qu'est en train de faire le gouvernement actuel. C'est-à-dire, c'est un médecin qui est tellement impliqué émotionnellement, à l'évidence, peut-être pour des raisons électoralistes, j'en sais rien, mais enfin tellement impliqué, qu'il se refuse à tout diagnostic clair et qu'il prétend qu'une politique qui serait, je ne sais pas, qui accentuerait, qui serait une politique, moi, que j'appelle une politique insécuritaire, et pas une politique sécuritaire, qui consisterait à dire, bon, on va peut-être fermer des mosquées, on va interdire l'arabe dans certaines... On l'a dit, ça n'a pas été fait, mais on va... Tout ce débat sur la double nationalité. Or, moi, ce que je récuse là-dedans, en dehors de ce que ça pose comme problème quant aux libertés publiques, et ce que ça pose comme problème vis-à-vis de ces gens qui prétendent défendre la République, mais qui, à l'évidence, sont comme ces amoureux qui finissent par étouffer leur maîtresse à force d'amour. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à force de défendre la République et de l'étouffer comme ça, bon, il y a des choses, il y a des principes de base, me semble-t-il, à maintenir. Mais en dehors de ça et de cet aspect un peu polémique, en dehors de ça, c'est l'efficacité, là, que je vise. C'est l'efficacité. Or, que se passe-t-il dans les années 2000 ? On aurait été dans les années 80-90, je ne dis pas, peut-être qu'un certain nombre de mesures auraient été intéressantes, si on les avait articulées peut-être d'une autre manière. Mais dans les années 2000, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître 2 choses. On voit apparaître 2 choses. Une nouvelle forme de fondamentalisme, donc des gens qui veulent revenir à la racine, assez étonnant parce qu'il est individualiste. Par exemple, dans les années 2008, 2007, 2008, 2009, les jeunes femmes qui se sont mises à porter le voile intégral étaient dans cette logique-là. Nous, ce qu'on a étudié chez ces femmes,
c'est que ces femmes, elles avaient un discours, alors radical et extrême, mais extrême dans la première partie, c'est-à-dire ce que je vous disais, c'est-à-dire extrémiste, mais pas un discours qui aboutit au terrorisme, parce que c'était un discours complètement dépolitisé, qui n'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour la citoyenneté, qui n'est peut-être pas une très bonne nouvelle pour un certain nombre de valeurs qu'on doit, j'imagine, défendre dans votre association, mais qui, en tout cas, ressemble assez, mais alors grossièrement, à ce qu'on trouve, par exemple, pour le faire de façon vraiment extrême, chez les Amish. C'est-à-dire des gens qui veulent être en dehors de la société, qui vont se laisser pousser la barbe pour certains, ou même qui vont vouloir s'habiller avec une grande tunique, comme s'ils étaient des compagnons du prophète et des bédouins du 6e, voire du 7e siècle, de l'époque de l'Hégire, et qui vont avoir cette espèce de comportement, regardant l'alimentation, regardant la sexualité, regardant un certain nombre de choses. Ce qu'il faut savoir, on a fait avec certains de mes étudiants depuis 2-3 ans, depuis même cette année, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fondamentalistes-là, ils sont non seulement complètement opposés au terrorisme, mais ils considèrent que c'est impur. Parce que c'est politisé, c'est trop moderne, c'est quelque chose de complètement impur. Ils sont complètement en dehors de ça, mais réellement. D'ailleurs, Daesh ne s'y est pas trompé, puisque un certain nombre de sites affiliés à Daesh, qu'on a repérés dans le travail qu'on a fait avec mes étudiants, pour ces sites-là, ils sont dans le collimateur. Je pense par exemple à cet individu qui a défrayé la chronique et qui a eu droit à un certain nombre de perquisitions, Abu Daïfa, il est dans le collimateur direct de Daesh. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à un certain niveau, il opère sur le même marché d'un certain type de jeunes, sauf qu'il les dépolitise. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'embrigadement type Daesh. C'est pour ça que je vous disais que ceux-là, eux, ils se mettent à l'arabe, effectivement. Ils se mettent à l'arabe classique. Oui, effectivement, ils veulent transformer entièrement leur vie. Oui, effectivement, ils ont une forme de rigorisme, moi, qui ne correspond pas à mon mode de vie, et j'imagine pas à votre mode de vie, à vous. Mais néanmoins, les viser eux, parce que ce sont les plus visibles, c'est juste une erreur de diagnostic d'un mauvais médecin, impliqué émotionnellement dans l'idée qu'on est en guerre de civilisation et que donc tout signe d'islamité fait sens d'une guerre qui se jouerait contre nous. Donc c'est juste un mauvais ciblage. Parce que pour pouvoir, c'est ce qu'on dit dans même la logique de la guerre, pour pouvoir bien combattre, il faut connaître véritablement son ennemi. Le deuxième point, et j'en finirai par là, le deuxième point, c'est qu'en même temps, depuis les années 2005, 2006, 2007, on a vu apparaître des nouveaux groupes d'individus qui se comportent un peu comme des voyous, moi que j'ai appelé les ninjas du djihadisme ou de l'islam, qui ont constitué des groupes, et d'ailleurs en s'habillant d'une manière différente, en ne cherchant pas à ressembler à des bédouins du 7e siècle. Si on observe avec l'œil du sociologue de façon assez précise, on se rend compte, par exemple, que ces gens-là, ils vont s'habiller plutôt, moi, dans ce que j'appelle, on l'a vu apparaître dans certains quartiers, le style néo-afghan. C'est-à-dire, ils vont être plus en kaki. Ils vont être plus avec quelque chose qu'avec une apparence guerrière. Oui, ils vont certains avoir la barbe, d'autres, certaines jeunes filles vont porter le voile d'une certaine manière. Mais il va y avoir des différences, certaines différences esthétiques, certaines différences comportementales. En général, ces gens, ils ne se mettent pas à parler l'arabe classique. Ils ne vont pas plus fréquemment à la mosquée. Ils se constituent en groupe. Je vous donne l'exemple d'un groupe qui a été dissous en 2009 par le ministère de l'Intérieur, qui est le groupe Forzan Alizza. C'est un groupe d'individus qui se filmaient. Alors eux, ils ne sont pas allés jusqu'à l'action. C'était comportement extrême, vous voyez dans ma définition, comportement extrême antisocial, parce qu'ils ont fait des choses antisociales. Ils se sont filmés, par exemple, en brûlant un code pénal, et en tournant un peu comme s'ils étaient avec un bandeau marqué « Wallah Akbar », etc. Et ces gens-là, qui ne sont pas allés jusqu'au terrorisme, sont, on pourrait dire, les ancêtres à très court terme de ceux qui vont être les djihadistes qui vont opérer sur le sol français, dont je vous rappelle qu'aucun d'entre eux, à part celui qui est syrien, n'avait apparemment, d'après ce qu'on sait, d'après ce qu'on connaît d'eux et ce qu'on connaît, fait de l'arabe classique. Aucun. Donc quand on dit « Ah, on va interdire l'arabe, parce que oui, il y a un problème qui a... » Et que aucun d'entre eux, à ce qu'on connaît, n'est passé, avant de décider d'être djihadiste et ensuite de se donner une posture de fondamentaliste, mais de fondamentaliste, comme je vous le disais, d'un certain type, aucun d'entre eux n'est passé par une formation théologique de fond avant d'être djihadiste, parce qu'une fois qu'ils ont décidé d'être djihadistes, ils prennent la posture, effectivement. Hein, et aucun d'entre eux n'est passé par une intensification progressive de sa pratique religieuse, contrairement aux djihadistes des années 80-90. C'est pour dire que je ne cherche à rien dédouaner. Ce n'est pas le sujet. Aucun d'entre eux. Or, toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui, elles sont prises dans
le postulat complètement fallacieux, qu'il y a une solution de continuité entre des formes modernes, enfin des formes actuelles de fondamentalisme et le passage au terrorisme. Or, on a affaire à deux phénomènes qui peuvent se croiser, mais qui sont différents. Le deuxième phénomène, il est lié à la mise en scène sociale de l'islam comme étant la religion qui fait peur, et donc qui devient désirable pour des individus qui, sous prétexte qu'ils sont d'origine maghrébine, on représente comme étant potentiellement musulmans, et qui, eux, parce qu'ils sont dans un rapport de vengeance sociale, ils ont, alors puisqu'on parle de psychologie, des problèmes d'individuation, le point commun, c'est souvent l'absence du père, soit physique, soit symbolique. En gros, ce sont des caïds ratés, des gens qui ont voulu être des caïds, soit même Mohamed Merah, il a voulu rentrer dans l'armée, ou des caïds de la drogue, comme ceux qui avaient le café en Belgique, ou dans d'autres domaines, passés par le hold-up, etc., qui ne sont pas intéressés à l'islam, sauf au moment où l'islam leur a permis d'être embrigadés, et c'est ça la grande logique, la grande intelligence de Daesh, c'est de s'inscrire sur ce que j'appelle moi le marché global de la terreur, qui est finalement le nouveau marché de la frustration, lié à la circulation planétaire des désirs actuels via Facebook, etc., et donc d'embrigader les gens sans même avoir à les endoctriner. Ça veut dire que la nouvelle chair à canon du terrorisme 2.0, ce ne sont pas des gens qu'on va endoctriner par des processus de radicalisation théologique complexe, etc., ce qui pouvait être le cas dans les années 80-90, ce sont des gens qu'on va embrigader à partir de leur frustration, en gros en leur disant « tout ce que vous avez raté dans votre vie, parce qu'ils ont ce sentiment-là, ils sont dans ce rapport à la vengeance sociale, eh bien, finalement, c'est le signe, vous êtes the chosen one, et chez quelqu'un qui a mal fait son processus d'individuation, ça marche tout le temps, vous êtes choisi pour des hauts faits, pour quelque chose de plus élevé. Et là, ça se met à fonctionner. Donc vous voyez, je crois que le rapport à l'islam, il existe historiquement pour des raisons très spécifiques qui remontent à long, moyen et court terme, mais en même temps, on a affaire à un phénomène nouveau qui est en fait beaucoup plus dangereux et qui aujourd'hui n'est pas du tout traité sous prétexte qu'en Europe en général et en France en particulier, on est face à une sorte de complexe par rapport à notre identité qui nous aveugle sur la réalité des phénomènes qu'on pourrait viser, qui nous aveugle sur le diagnostic et donc qui nous aveugle sur les mesures réelles qui pourraient être réellement efficaces pour nos concitoyens. C'est pour ça que je pense que la politique actuelle, c'est une politique qui finit par rajouter de l'huile sur le feu, par structurer encore mieux cette mise en scène de guerre dont a besoin finalement Daesh. Ça veut donc dire que quelque part, ce qui a l'air d'être une politique sécuritaire, c'est une politique qui, pour ainsi dire, fait à moindre frais le marketing de Daesh. Voilà ce que je voulais dire. Merci Raphaël Liogier. Oui. Je ne suis pas d'accord. Ah, c'est une bonne réponse. Je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de points. Le premier, c'est de centrer sur une attaque de la politique française, parce que la politique française est sensiblement la même en termes de prévention, en termes de ce qu'on appelle très maladroitement la déradicalisation, que toutes les politiques européennes menées. Alors, qu'il y ait une erreur de diagnostic, je veux bien. Je veux bien admettre aussi qu'il y a une différence considérable entre ceux qui choisissent un islam, entre guillemets, pur, et qui sont en recherche de pureté. Ceux-là, on peut les classer effectivement comme des convertis théologiques. Je vous rappelle et je vous martellerai le fait que dans les djihadistes actuellement fichés, il y a plus de 40% de gens qui n'ont rien à voir, ni avec l'islam, ni avec le Maghreb. 40%, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a ce qu'on appelle les wahhabistes, c'est-à-dire ceux qui se réclament d'une doctrine qui renvoie à Ibn Abd el-Wahhab, qui vit en Arabie de 1703 à 1792, et qui est un islam rigoriste, moraliste, dans une volonté de se démarquer de ce qu'est, par exemple, la Sublime Porte,
la façon dont les Ottomans gèrent leur propre islam, même s'ils sont sunnites les uns et les autres. Le wahhabisme, ça peut, avec une équivalence dont vous me passerez l'anachronisme, se comparer à Calvin, critique de ce qu'est la dégénérescence de l'Église catholique. Ça, c'est ceux qui, effectivement, portent la barbe, portent le camis. Quant aux femmes qui choisissent le voile, dans nos cités, je pense qu'elles n'ont pas toutes, en tout cas, le choix. Mais c'est un autre débat sur le statut de la femme. Deuxième courant, et celui-là nous concerne, il vient du salafisme. Le salafisme, c'est une doctrine politique qui veut remettre au centre, effectivement, une forme de théocratie. Et en cela, chez les chiites, ça renvoie effectivement à l'ayatollah Khomeini, dont je doute qu'il ait jamais lu Marx, mais qui, par contre, effectivement... J'ai eu un mari qui a fait une thèse de sociologie sur les écrits de l'ayatollah Khomeini. Bien, passons sur Khomeini. Le salafisme, en tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre de remettre Dieu au centre. Et non pas le citoyen au centre. Et non pas l'égalité au centre. Et du coup, ce salafisme, il est aussi un moyen de redonner à l'islam, dans un contexte où l'islam a été battu par la colonisation, remettre au premier plan une religion qui semble avoir été dévalorisée puisqu'elle a été conquise. Je vous rappelle anthropologiquement qu'autrefois, lorsqu'une civilisation perdait, elle abandonnait ses dieux pour prendre ceux du vainqueur. Ça n'a pas été le cas pendant la colonisation, mais ça a profondément marqué l'islam. Et le salafisme est marqué par ça, un islam politique anti-occidental. Et nous avons des verges pour nous faire battre parce que la façon dont notre société évolue n'est pas forcément un exemple ni de probité morale, ni de lin blanc. Donc, difficulté du salafisme, c'est qu'au sein de ce salafisme, vous avez les groupes encore plus durs, ceux qu'on appelle les takfiristes, qui, eux, sont prêts à en découdre. Ils sont dans la pensée extrême d'un islam politique et qui veut effectivement en découdre, y compris physiquement. Et ces tenants sont essentiellement soit égyptiens, voire une partie des frères musulmans, soit pakistanais. Le clivage que M. Liogier met en avant sur avant 2000, il y avait des théologiens et après, il y a eu des gens qui ont été embrigadés. Pour avoir travaillé à cette époque-là, en 2001, sur le testament, entre guillemets, philosophique des talibans qui ont fait sauter les tours à New York, à l'évidence, on n'était pas dans la théologie. Il y avait une très joyeuse confusion entre des références messianiques qui sont spécifiquement chiites et des références sunnites. Vous aviez une confusion sur ce qui était poursuivi comme objectif, qui faisait d'eux tout sauf des vrais théologiens de l'islam. Donc, Al-Qaïda, Daesh, même combat, c'est de l'embrigadement, c'est ce qu'on appelle en matière sectaire de l'emprise. Alors les techniques ne sont pas les mêmes. Al-Qaïda a recruté très lentement, a recruté par le biais de mosquées qui étaient wahhabites, dans lesquelles on repérait un certain nombre d'éléments qui sont partis s'entraîner au Yémen, comme par exemple les frères Kouachi, l'un des frères Kouachi, et qui, du coup, ont mis un certain temps et ont eu des vernis d'arabe, des vernis d'islam, etc. Mais c'est déjà, à ce moment-là, de l'emprise qui est exercée. Une emprise qui se met lentement en place. Ce qui distingue Al-Qaïda de Daesh,
c'est que Al-Qaïda n'a jamais construit un État dans lequel il pouvait se revendiquer de faire venir des gens. La grande force de Daesh, c'est d'avoir créé le califat et d'avoir créé un lieu où il peut, non pas seulement entraîner les gens, mais les stabiliser, les faire venir. Et le résultat, c'est que ça marche beaucoup plus vite. Parce que s'il faut des années pour former des militants d'Al-Qaïda, il faut quelques mois pour qu'un certain nombre de jeunes partent en Syrie pour y commettre les pires exactions. Et là, le rôle sécuritaire ou pas sécuritaire, parce que le débat ne m'intéresse pas forcément, c'est à l'évidence qu'il faut essayer de bloquer les gens avant qu'ils ne partent en Syrie. Et là, je reprendrai ce que vous avez repris tout à l'heure sur la pensée extrême, la thèse de Gérald Bronner, qui est l'incrémentation. L'idée, c'est que ça va vite dans le cas de Daesh, mais ça va par étapes. Et ces étapes font qu'à un moment, ça devient irrécupérable, irréversible. Et que tout ce qui est fait par l'État aujourd'hui, et c'est très tard, il aurait fallu le faire au moins depuis 2001, tout ce travail de prévention, c'est d'essayer d'empêcher les gens d'aller jusqu'au moment où ils passent ce cliquet définitif qui les bloque du côté d'une radicalisation. En accord avec M. Liogier, je ne crois pas à la possibilité d'une déradicalisation de ceux qui sont passés à l'acte. Je pense par contre qu'il y a un vrai travail à faire avant. J'ai eu à intervenir avec d'autres qui sont dans la salle au lycée Ampère sur le jeune Youssouf, kurde, qui a à la machette attaqué un prof juif qui portait la kippa. Ça n'est pas un fou, c'est quelqu'un qui s'est radicalisé et c'est quelqu'un qui, contrairement à ce qu'on pensait au départ, en avait informé ses petits camarades, donc qui était soutenu par une forme de groupe. Alors qu'est-ce qu'on en a fait? Il est en prison, il n'est pas prêt d'en sortir, on ne le déradicalisera pas. Il est passé d'une certaine façon de l'autre côté du miroir. Il mettra des années éventuellement à s'en sortir. L'intérêt aujourd'hui, et je crois qu'il faut le faire, c'est d'intervenir auprès de ses petits camarades, de l'ensemble du lycée Ampère qui est concerné, de façon à ce que cette image de héros qu'il a pris ne les marque pas au point qu'eux-mêmes passent le miroir. Merci. Au moins, vous êtes tous les deux d'accord pour dire que le basculement vers le djihadisme n'est pas que religieux et que les jeunes reconnaissent une autorité, celle de l'État islamique. Donc l'engagement est à la fois militaire et surtout politique. Moi, j'ai une autre question, Anne Fournier, pour parler des dérives sectaires. Quels sont les moyens de prévention et lutte mis en place par le gouvernement? Parce que je sais que vous êtes intervenante au sein de l'UNEDFI, auprès du préfet à l'égalité des chances. Qu'est-ce que vous y faites? Est-ce que votre action porte ses fruits à court terme, moyen terme, long terme? Est-ce qu'on a des chiffres? Comment vous dire? Si j'en juge de ma pratique sur les dérives sectaires, c'est-à-dire un mécanisme d'emprise comparable à celui de Daesh, même si le contexte n'est absolument pas le même, lorsqu'on est sous emprise, c'est très difficile d'en sortir. Par contre, on peut agir avant. On peut créer ce que le docteur Monroy appelait des anticorps sociaux. Comment on fait? Eh bien, on fait, et il faut 10 ans. Je pense qu'il va nous falloir 10 ans pour sortir de la tête des adolescents en gestation qui sont dans les écoles, etc. Il va nous falloir 10 ans pour qu'ils reconnaissent les tentatives d'emprise en matière religieuse,
qu'ils reconnaissent ce que c'est, qu'ils sachent décrypter, comme disait hier Claudine Dupont, soit Najat Vallaud-Belkacem, définir ce qu'est le complotisme, prendre un recul critique. Et il faut aussi, au-delà du recul critique sur le complotisme, au-delà de l'enseignement du fait religieux autour de ce qu'est réellement l'islam, et non pas les versions les plus anti-humanistes qu'on puisse avoir, la prévention, elle doit aussi porter sur une forme de socialisation. Ce pourquoi nos jeunes plongent, je ne crois pas que ce soit des caïds. Dans le cas de Youssouf, incontestablement, ce n'est pas un caïd, ce n'est pas un délinquant, ça n'est pas un drogué. Et pour toute une série de signalements qu'on a par le numéro vert, on n'est pas dans ce cadre-là. Ça ne sont pas des délinquants massivement. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et le résultat, c'est que la prévention, elle porte sur une forme d'optimisme de la vie. Et là, on est très, très, très mauvais. Nous, Français, on passe notre temps à dire qu'on est les plus nuls qui soient, que notre avenir est bouché et que notre âge d'or est derrière nous. Et c'est vrai pour les parents, c'est vrai aussi pour les enseignants. Et tant qu'on tient ce discours-là d'un pessimisme noir que la situation justifie peut-être, eh bien, on ne peut pas élever des enfants en leur disant, voilà, la vie est belle, tu as des possibilités et tu peux réussir. Donc, il y a tout un discours général sur le déclinisme, sur la peur, que ce soit du Front National ou que ce soit des migrants, ou que ce soit de la situation économique, tout ce discours-là, il faut qu'on arrive à le relativiser, qu'on le tienne entre adultes, entre vieux, mais pas vis-à-vis des jeunes. Parce que sinon, on leur bouche toute perspective pour arriver à s'en sortir. Alors, qu'est-ce que je fais avec mon groupe auprès du préfet? C'est que nous essayons de mettre en place, effectivement, une prévention à long terme. On est plus avancé avec le rectorat qu'on ne l'est avec le préfet, parce qu'il y a eu une évolution. On a été contacté dans un premier temps par le préfet de police, qui souhaitait que nous nous occupions de déradicalisation. Quand on lui a dit « Monsieur, ça, on ne sait pas faire, et je ne sais pas qui sait faire », et où il insistait pour qu'on ait des psys et pour qu'on ait des théologiens, et qu'on a essayé de lui expliquer que non, des psys, ça ne ressortait pas de problème de psy, Cyrulnik et autres l'ont bien dit, mais que ça ressortait beaucoup plus d'un mal-être général dont le groupe Daesh s'emparait. On est passé du coup au préfet égalité des chances. Et là aussi, l'idée, c'est de former tous les personnels de l'État qui ont à voir avec la jeunesse. Voilà. Une dernière question, peut-être avant de passer la parole à la salle. Raphaël Liogier, moi j'aimerais vous interroger sur la quête de sens et la soif de sacré, qui sont quand même des constantes humaines qui unissent autant des fois les dérives sectaires que le religieux, et je sais que vous aimez parler de ça. Ouais, enfin, la quête de sens, c'est une constante humaine, oui. Oui, c'est une constante humaine. Mais qui sont instrumentalisées des fois, non? Ouais, bah c'est presque tout le temps instrumentalisé, presque tout le temps, puisque le solfège, on l'instrumentalise dans l'éducation des enfants. Non, avant de répondre rapidement à votre question, je veux quand même répondre à la petite invective qui m'a été adressée. Petite. Mais bon,
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Premièrement, c'est pas parce que, imaginons que ce soit vrai que toutes les politiques européennes fonctionnent comme ça. Vous avez dit, c'est la preuve que c'est bien. Non, c'est pas la preuve que c'est bien. C'est pas parce que tout le monde fonctionne comme ça que c'est bien. Pendant des années, on a dit que la Terre était plate. C'était pas pour ça que c'était bien. Donc ça constitue pas une preuve scientifique. Premièrement. Deuxièmement. En plus, c'est faux. Puisque la politique au Danemark, par exemple, ne fonctionne pas exactement de la même manière. Sur les centres de radicalisation, fonctionne justement, puisque vous parlez de la quête de sens, c'est votre question, elle fonctionne sur la quête de sens, et pas du tout avec des gens qui vont essayer d'expliciter un certain nombre de choses théologiquement ou même idéologiquement, mais en fonctionnant sur la construction des désirs des jeunes, essayer de se mettre à l'intérieur de leurs désirs. Ceux qui ont eu cette idée, les premiers à avoir eu cette idée sont les Norvégiens. Au Royaume-Uni aussi, ils avaient eu cette manière de fonctionner. Donc ce n'est pas une politique, alors il y a des points communs évidemment, c'est vrai, mais ce n'est pas une politique qui est si uniforme que ça à l'échelle européenne. Ensuite, lorsque vous dites la différence entre Al-Qaïda et Daesh, oui, j'en suis d'accord, effectivement. Une des caractéristiques de Daesh, c'est le territoire par rapport à Al-Qaïda. Mais en dehors même du rapport au territoire, vous dites les individus qui ont commis les attentats du 11 septembre, c'est des individus qui faisaient la confusion, d'après ce que j'ai compris, entre des concepts de chiites, sunnites, etc. Ça, c'est de la théologie. C'est ça, la théologie. La théologie, il ne faut pas entrer dans les querelles orthodoxiques, consistant à dire c'est eux qui font la vraie théologie ou la mauvaise théologie. Ça veut dire que c'était des gens qui étaient dans un rapport intellectuel, c'est-à-dire qui pensaient le truc, qui étaient dans un rapport avec des structures, justement, idéologico-théologiques. Moi, en tant que sociologue... Oui, mais non, mais vous l'appelez... Non, mais attendez... D'accord, non, mais peut-être que vous avez une image très positive de la théologie, c'est pour ça que vous dites ça, mais bien sûr... Parce que la question, ça c'est une erreur majeure, qu'on a fait d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est d'entrer dans les débats consistant à dire ça c'est de la théologie, ça c'est de l'idéologie, ça c'est ceci, ça c'est ça. Non, à partir du moment où un individu, moi c'est pareil, je vous donne un exemple, avec un autre exemple pour faire comprendre ce que je veux dire. Lorsque je qualifie un individu de bouddhiste ou de musulman, je ne le qualifie pas en fonction de ce que le Shir del-Azhar ou je ne sais qui dit que c'est d'être musulman ou non. Je le qualifie en fonction de sa revendication. Donc une fois qu'il a revendiqué, parce que je suis sociologue, je ne m'intéresse pas au débat extérieur, justement parce que je suis laïque, je ne m'intéresse pas à savoir si c'est vrai, pas vrai, etc. Si un jour j'ai un musulman qui vient me voir, une musulmane, et qui, je ne sais pas moi, se met un porte-jartel sur la tête, et qui dit moi c'est mon signe d'islamité, eh bien, ça ne m'intéresse pas de savoir autour ce qui se passe, des gens qui me disent non, c'est pas ça, c'est pas le vrai, là c'est un salmigondi, c'est de la rhétorique, etc. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'elle dit ça. S'il y en a qu'une, je me dis, elle est peut-être folle. Hein. S'il y en a plusieurs, et s'il y en a un gros groupe, je dis, ça relève de la sociologie, Durkheim, à partir du moment où il y a une régularité, c'est qu'il y a quelque chose dans cette région qui fait qu'on justifie de cette manière. Et naïvement, je fonctionne comme ça. Et en fonctionnant comme ça, c'est juste comme ça qu'on sort des préjugés. Parce que, en faisant confiance aux acteurs sociaux, on voit des régularités qu'on ne verrait pas autrement en se disant, et là je passe à ce que vous dites sur le voile, en disant « mais c'est vrai, c'est sûr que le voile s'est imposé, etc. » Moi, j'en sais rien. Quand j'arrive sur le terrain social, j'interroge les gens. Ensuite, comme je sais qu'en interrogeant les gens, ça ne suffit pas, je fais des enquêtes plus approfondies avec des étudiants-chercheurs qui vivent avec elles et qui voient si vraiment il y a... Et là, on se rend compte de nouveaux phénomènes. Mais évidemment, on a tout l'appareil d'État, un certain nombre de gens qui disent « c'est pas vrai, ça peut pas être comme ça peut pas parce que ça a été autre chose jadis ». Bah oui, ça a été autre chose jadis, mais il se trouve que là, il y a des phénomènes sociaux nouveaux. Ensuite, sur le salafisme, parce qu'il y a beaucoup de choses sur le salafisme, comme vous le savez, puisque apparemment vous avez étudié la question, le salafisme, c'est aussi un phénomène complexe. Il y a une multitude d'écoles du salafisme, et d'ailleurs, moi je ne suis pas d'accord même aujourd'hui pour qualifier de salafistes piétistes ceux qu'on estime, ceux que j'avais évoqués en parlant des fondamentalistes qui veulent vraiment être hors du monde et qui sont antiterroristes, etc. Parce qu'en fait, ils sont aussi en rupture avec le salafisme historique. Ils sont aussi en rupture avec ces traditions. Ce sont des phénomènes qui sont beaucoup plus liés à la globalisation. Enfin, dernièrement, sur la question, après j'ai arrêté de noter, mais sur la question de Daesh Al-Qaïda, il est clair que Daesh, il y a encore de l'idéologie. Mais l'idéologie chez les leaders, c'est ça qu'on a constaté. C'est-à-dire qu'il y a une disjonction qui n'existait pas chez Al-Qaïda, mais une disjonction entre les leaders qui sont des anciens d'Al-Qaïda d'ailleurs souvent, donc qui ont pensé leur stratégie, mais qui en même temps s'adaptent à ce que j'appelle le nouveau marché de la terreur, parce que s'adaptent à des gens
qui ne fonctionnent pas de la même manière. Maintenant, sur les profils, ce que vous avez évoqué sur les profils, moi, naïvement, toujours, Durkheim, régularité, je ne cherche pas autre chose, je ne cherche pas à être plus intelligent que ça. Je remarque juste que tous les individus qui ont commis des attentats sur le sol français et qui sont de nationalité française, je ne parle pas de nous, sont tous ce que vous déniez être des caïds ratés. Tous. Maintenant, après on peut dire oui, un tel, c'est un autre processus, etc. Moi, je ne suis pas assez intelligent pour faire ce type d'analyse. Je dis seulement que là, on a une régularité, et qu'en sociologie, quand on a une régularité, on essaye de l'interpréter par rapport au fait de cette régularité. Point. Maintenant, sur la quête de sens, la quête de sens, c'est vrai que c'est une expression que j'aime pas trop parce qu'elle est extrêmement vague. Moi, je préfère dire que les humains, au-delà du désir de survivre et du désir de vivre, c'est-à-dire de survivre mieux, ce que j'appelle le luxe objectif, c'est-à-dire qu'ils veulent faire quelque chose en économisant leur énergie pour avoir plus de temps, il y a le désir d'être, c'est-à-dire aussi le désir de paraître, c'est-à-dire ce désir narratif qui consiste à se mettre en scène vis-à-vis d'autrui. Et le religieux participe à ce besoin de décorum, ce besoin d'être. Et la quête de sens, c'est ça. C'est que l'être humain, il est fondamentalement mythomane à un certain niveau. Il a besoin de se raconter du sens, à ce qu'il faut bien reconnaître une existence qui se situe prise en étau entre deux absurdités, qui est celle de la naissance et qui est celle de la mort. Et entre ces deux, eh bien, il construit du sens. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, et qu'une sens qui se présente tout le temps comme une narration et tout le temps comme une mise en scène qui permet de s'identifier. C'est pour ça que, par exemple, dans le christianisme, on s'identifie au repas final, si vous voulez. Mais il y a toujours ces processus d'identification. Il y a des fois où ça marche, parce que c'est compatible à ce qu'on croit savoir, avec la science, il y a des manipulations rhétoriques vis-à-vis de la science, et puis parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, il y a un effritement, ce que j'appelle ce sol mythique, et tout le monde peut, il y a des petits entrepreneurs de sol mythique, les sectes, c'est ça, qui à un moment donné vont se mettre à manipuler les gens en construisant une sorte de sol mythique clé en moins et en profitant pour des raisons financières, pour des raisons économiques, pour des raisons multiples et variées. Et il se trouve qu'aujourd'hui, oui, effectivement, mais ça ne touche pas les musulmans en particulier, on est face à un effritement de ce que j'appelle le sol mythique, donc les gens ont de plus en plus de mal à se raconter une vie cohérente. Alors, ils peuvent se raccrocher. Jadis, dans la société industrielle, ils se raccrochaient même au travail, mais maintenant, avec le haut niveau du chômage, ils n'arrivent même plus à se construire une biographie cohérente par rapport au travail. Donc, oui, c'est une situation de grande fragilité par rapport à des types de comportements extrêmes qui sont eux aussi souchés sur du mythe. Parce que, juste une dernière chose, souvent, les journalistes qui me disent donc le djihadisme, vous dites que c'est un phénomène social et que ce n'est pas un phénomène religieux. Moi, je récuse, encore une fois, cette distinction phénomène social, phénomène religieux. Les religions sont des entreprises spécialisées dans la production et la diffusion des sols mythiques à travers lesquels les individus se racontent. Des storytelling. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire que les djihadistes, même ceux que j'appelle les djihadistes 2.0, même s'ils ne sont pas dans la continuité de l'islamisme historique, idéologique, théologique, etc., néanmoins, ces individus, ils sont dans la construction d'une religion qu'on pourrait appeler la religion du djihadisme. Et comment est-ce qu'ils la construisent? Ils la construisent par rapport à leur frustration, leur truc, leur quête de sens, tout ce que vous voulez, désir d'aventure, et puis ça peut aller se croiser avec une violence qui est liée à un désir de vengeance. Et qu'est-ce qu'ils font ensuite? Ensuite, ils vont prendre des points particuliers qui les arrangent dans l'islam, puisqu'ils se veulent djihadistes. Mais ils vont reconstituer quelque chose, le rapport au paradis, le rapport au fait d'être un martyr, d'être ceci, d'être cela. Et une fois qu'ils vont être aidés pour reconstituer ça par justement les leaders de Daesh, eh bien, ça y est, c'est justifié. Mais on pourrait dire en quelque sorte que c'est une religion du djihadisme. Alors, est-ce que c'est social, est-ce que c'est religieux? Le religieux, c'est fondamentalement social, donc il n'y a pas de distinction a priori essentielle. Voilà. Oui, juste pour reprendre... Continuez le débat à la tribune, ou vous voulez répondre peut-être à Raphaël? Sur les caïds, qu'est-ce que vous faites des femmes? Il y a 40% de femmes qui sont parties. Elles ne sont pas caïds, elles ne sont pas droguées. On peut parler des femmes. On a une vidéo qui va sortir bientôt sur celle qui est aujourd'hui considérée comme qu'on avait filmée avec Agnès de Féau avant qu'elle, entre guillemets, elle se radicalise. Oui. Et on a découvert qu'elle faisait partie de Forza Analiza. Et donc on a les seules images d'elle
2 mois avant qu'elle parte. On va bientôt, on est en train de négocier soit avec Mediapart, soit sur et bien je peux vous dire que cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle était avant? Elle fréquentait des gens qui étaient justement dans le milieu de la drogue, et elle était serveuse en boîte de nuit, et elle est passée ensuite à Forza Analiza, c'est-à-dire ce groupe vraiment je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, quoi, de voyous qui prennent le costume islamique pour justifier leur rapport à la vengeance. Lorsque Forza Analiza, ce qui l'a rendu désirable pour elle, c'est lorsque Forza Analiza justement est devenue extrême et ultra visible. C'est-à-dire qu'elle a adhéré après qu'ils aient brûlé le code pénal en vidéo. Donc le rapport aux femmes aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui met dans une certaine mesure de l'eau à mon moulin, parce que ça veut dire qu'on n'est même plus dans un islamisme classique théologique, et on est dans quelque chose de nouveau où les filles revendiquent aussi ce désir-là qui est complètement en dehors du point de vue théologique, du point de vue idéologique, de ce qu'on aurait pu attendre, par exemple, dans les années 80-90. Et d'ailleurs, ça rend le phénomène encore plus inquiétant, moi je trouve, de ce point de vue-là. Alors, à ce niveau de discussion à la tribune, évidemment, c'est très animé, puisque le débat, il est dans la tribune, à la tribune. Je propose que nous passions à maintenant une relation publique-conférencier, sachant que peut-être on n'arrivera pas à vous départager sur les différents aspects, mais c'est enrichissant dans la mesure où on s'aperçoit, une fois de plus, de la complexité de la chose et c'est aussi la définition des mots, hein, le salafisme, le djihad, etc. Alors, je vous propose, si vous êtes d'accord, les conférenciers sont d'accord, à ce que maintenant on passe aux questions du public. Il y a 2 micros baladeurs, je crois. Il y en a un en tout cas. Oui, 2, c'est ça. Et donc peut-être qu'il faudrait une deuxième personne, je ne sais pas, pour... Voilà. Et à vous de jouer, intervenez et continuons le débat, mais cette fois avec le public, entre le public et les conférenciers. Oui, une question devant, là, c'est ça? Oui. Ce qui va être difficile, c'est de gérer qui... Vous pouvez vérifier, apparemment le micro ne marche pas. Il faut appuyer sur le bon bouton. Et soyez sympa, levez-vous quand vous prenez le micro, ça nous permet de vous repérer. Oui. Oui, bonsoir. J'ai une question, peut-être que vous pourriez nous éclairer par rapport au... Plus fort, pardon. Oui, donc je disais, j'ai une question qui m'est venue à l'esprit récemment par rapport aux réfugiés syriens. Est-ce que vous avez une explication à fournir quant au fait de leur choix d'itinéraire qui s'oriente plus vers l'Occident pour venir se faire aider plutôt que d'aller vers les pays du Moyen-Orient, d'autres pays du Moyen-Orient? Est-ce que c'est une histoire de configuration géographique avec des déserts à traverser ou des choses comme ça? Voilà. Merci. Qui veut répondre? À vous. On ne peut pas dire ça, au sens où il y a par exemple près de 3 millions de Syriens en Turquie, qui a à peu près le même chiffre au Liban, que l'Irak, l'Afghanistan, c'est mort, ils ne peuvent pas y aller, arriver à aller en Iran, il faut traverser l'Irak, ce n'est pas possible, et que rejoindre la péninsule arabique ou l'Égypte, ça signifie là aussi traverser des pays qui ne les accueilleront pas. La Jordanie qui est déjà fragilisée, ils passeront sûrement pas par Israël. Donc c'est impossible qu'ils aillent ailleurs qu'au Liban et en Turquie. On va peut-être prendre plusieurs questions. Je crois qu'il y a un monsieur là-haut, c'est la tribune. J'ai une question qui s'adresse à Madame Fournier. Vous m'entendez? Oui. Alors j'ai une question qui s'adresse à Madame Fournier en ce qui concerne la distinction que vous faites entre islam et islamisme. Moi je suis de culture musulmane et dans les pays de l'islam, dans le monde musulman, on ne connaît que l'islam, enfin islam politique, islam radical, islamisme, ce sont des termes créés par l'Occident.
c'est une novlangue. Voilà. Alors que chez nous, on ne distingue pas entre islam et islamisme. Et effectivement, est-ce que vous n'avez pas l'impression de dédouaner trop facilement l'islam en rejetant la responsabilité sur un islamisme qui serait une déviation ou une maladie de l'islam? Est-ce qu'il n'y a pas un problème intrinsèquement religieux dans les textes et qui pousse à la violence et qui excite un certain nombre de jeunes à commettre effectivement des crimes ici ou là, en France ou en Syrie? Voilà, merci. C'est une question difficile. Alors, incontestablement, le terme islamisme est apparu au 11 septembre, parce qu'il fallait ne pas faire d'amalgame entre tous les musulmans et ceux qui faisaient du terrorisme. C'est toujours l'idée de, même dans une société laïque comme la France, ou sécularisée comme peuvent l'être d'autres pays européens, c'est l'idée de protéger les croyants et de ne pas les stigmatiser au nom d'une religion. Mais c'est très maladroit, et c'est vrai que du côté de l'islam, c'est pas comme ça que c'est perçu. Mais il y a un certain nombre d'intellectuels musulmans qui attaquent effectivement l'idée que dans l'islam même, il y aurait des choses à modifier. Et il y en a un que j'aime bien, c'est celui qui s'appelle Mahmoud Mohamed Taha. Il fait une distinction entre les sourates révélées à la Mecque et celles de Médine. Pour lui, quand il y a un doute ou une contradiction dans l'interprétation du Coran, les sourates mécoises sont celles de la formulation des dogmes et des principes éthiques, montrant le visage pacifique de l'islam, et les sourates médinoises ont la fermeté et la dureté d'un État théocratique. Puisque à Médine, effectivement, c'était la guerre et la reconquête du territoire perdu par Mahomet. Le problème, c'est que chaque fois que quelqu'un s'élève pour modifier la théorie, enfin le Coran même, qui est considéré comme absolument intangible, et dont l'interprétation a été fixée en Égypte au XIe siècle et on n'y touche plus, chaque fois qu'il y a un théologien qui s'élève dans les pays musulmans, il se fait tuer. Et Monta, en question, à 81 ans, il a été pendu pour apostasie, pour ce qu'il avait dit. Donc la modification interne de l'islam, ça ne dépend pas de l'Occident, ça ne dépend pas de gens qui ne sont pas musulmans, mais les musulmans eux-mêmes ont beaucoup de mal à faire évoluer la théorie et la pratique. D'accord, merci. En fait, juste une précision. Oui, juste quelque chose pour réagir à ce qui vient d'être dit. L'islamisme, en fait, moi, parce que j'ai une connaissance intérieure de l'islam et c'est ma religion d'origine, mais en fait, ce n'est que l'islam à la lettre. C'est, comme le dit Anne-Marie Delcambre, l'islamisme est contenu dans l'islam comme le poussin l'est dans l'œuf. C'est un parachèvement, c'est un littéralisme, c'est une application de l'ensemble des enseignements de Mahomet et de la religion musulmane. Et il y a aussi un aspect très important qui nous échappe, et c'est l'imitation du prophète. Et c'est un problème religieux théologique, parce que tout l'islam est fondé sur un modèle qui serait celui du prophète. Et effectivement, quand on se penche sur la biographie, la Sira Nabawiya, c'est-à-dire la vie de ce prophète, et qui est l'exemple donné à tous les jeunes musulmans, effectivement, on trouve effectivement des éléments très troublants, des génocides, des crimes, des choses qui sont franchement pas de ce temps. Et effectivement, comment détourner les jeunes musulmans de cet exemple-là, qui est, à mon sens, un pouce au crime. Voilà. Bon, ben, Raphaël propose de répondre. Parce que bon, la question de vous connaissez l'islam parce que vous êtes de l'intérieur, etc., c'est un peu un cliché de l'individu qui, au nom du fait qu'il est musulman, peut dire un certain nombre de choses. Pour moi, justement, en tant que sociologue et de l'extérieur, j'utilise la même méthode. Pour moi, vous n'êtes pas plus légitime dans mon regard que n'importe quel individu qui serait, je ne sais pas, prof au Collège de France ou n'importe où, pour dire ce que c'est et à quoi ça correspond. Par ailleurs, je crois qu'il y a quand même un problème, mais depuis un certain nombre d'années, et moi je m'en suis rendu compte quand j'étais invité à des séances de dialogue interreligieux, où on va avoir deux discours sur ce qu'est la religion, et pas en particulier sur l'islam, deux discours.
deux discours opposés. Un discours qui va tendance à dire, alors, la religion, c'est la paix. C'est-à-dire que si on est dans le fond du fond, ça peut être que la paix, l'amour, on s'embrasse tous, c'est tellement sympa. Donc tout ce qui relève de la guerre, de la violence, finalement, ça ne peut pas être justifié parce qu'il y a d'authentique dans la religion. Il faut rechercher l'authenticité, etc., etc., c'est la paix. Et vous avez ce discours-là. C'est ça la religion. Et puis vous avez le discours opposé d'individus qui vont vous dire la religion, c'est l'horreur, c'est toujours la guerre, c'est violent. Si vous regardez l'islam, c'est l'exemple du prophète qui était un guerrier, donc c'est forcément violent, il y a cette histoire d'imitation. Dans le christianisme, on a le sentiment que c'est plus évangélique, mais d'un autre côté, Jésus aurait quand même dire qu'il n'est pas venu donner la paix, mais l'épée. Et puis alors, il y a eu l'Inquisition et un certain nombre de choses. Et donc c'est la guerre, c'est toujours la guerre, il faut abolir la religion, ça c'est Richard Dawkins, c'est d'autres qui sont... Le problème, c'est que la religion, ce n'est ni la guerre, ni la paix. La religion, c'est la transcendance. C'est-à-dire, c'est des individus, même dans le bouddhisme, j'ai commencé ma carrière sur le bouddhisme, je sais qu'on dit que ce n'est pas la transcendance, mais le nirvana, c'est la transcendance. Hein. C'est transcender sa condition actuelle, souffrante, etc. Donc, c'est construire du mythe pour donner du sens à sa vie. Après, ou à sa mort, si vous voulez. Mais ça veut dire... Mais bon, le rapport à la mort, c'est un rapport complexe encore, parce que, comme disait Épicure, quand on est mort, ça ne nous regarde pas, puisqu'on est mort. Quand on n'est pas mort, ça ne nous regarde pas non plus, puisqu'on est vivant, donc la mort n'est rien. Mais bon, donc c'est un rapport complexe. Mais enfin, voilà. Donc, ah non, mais n'importe quel moment, on peut mourir. Hein. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la religion, c'est tout autre chose que ça. Ça, c'est l'interprétation des individus qui vont être guerriers, qui ont besoin de cette interprétation, ou qui, à un moment donné, se trouvent dans une situation, il doit faire un certain nombre de choses. Dans l'islam, on a une multitude de gens. Par exemple, il y a même des gens qui ont voulu remettre en cause la nature du Coran, en disant, le Coran qui est écrit, c'est pas le vrai Coran, c'est pas le Coran incréé, la mère du livre, c'est le seul Coran, il n'est pas écrit, puisque malgré tout, même si c'est écrit en arabe, c'est quand même une représentation, donc finalement, toutes les interprétations sont possibles. Alors oui, ils n'ont pas été accueillis très heureusement par les autres, mais ça veut dire qu'il y a une dynamique d'interprétation qui est permanente, qu'à un moment donné, il y a des blocages dans l'interprétation à travers ceux qu'on appelle les fondamentalistes, je dis ceux qui veulent revenir à une sorte d'origine indépassable. Donc, l'islam n'échappe pas à ça. On ne peut pas juger une religion et les comportements des gens à partir de ce qu'il y a et de l'imitation d'un événement. Parce que sinon vous dites alors, il faut imiter Abraham, à qui Dieu demande de lever la main de façon complètement aveugle sur son fils. Aujourd'hui, comme le disent certains, ça serait un geste considéré comme quelque chose de tellement pathologique, soit on l'enfermerait dans un hôpital psychiatrique, soit, pour qu'il ne représente pas un danger pour ses propres enfants, au minimum, on le jugerait inapte à avoir des enfants. Pourtant, c'est Abraham, et les trois religions dites religions du livre, on les appelle les religions abrahamiques parce qu'elles ont pour fondement l'exemplarité d'Abraham, qui est centrale. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas fonctionner par rapport à ça. Parce que qu'est-ce que vont dire ceux qui suivent Abraham? Ils vont dire, ah mais non, l'important, c'est le fait que Dieu étant fondamentalement miséricordieux, évidemment, à la dernière minute, il a enlevé le gel, et donc et on va avoir un débat là-dessus. Mais il est clair que de dire, ah, l'islam essentiellement, parce qu'il y a quelque chose dans son cœur et tout, ben ça conduit à des formes d'essentialisation qui vont viser des individus qui se trouvent être musulmans en disant potentiellement de l'essentialisation de la doctrine à l'essentialisation des individus, il n'y a jamais une distance très longue. Ça, je pense que ça pose un problème. Oui, une autre question là-haut. Bonjour, permettez-moi 3 petites remarques par rapport à ce que j'ai entendu avant ma question. Juste, le monde musulman, ce singulier est vraiment problématique. Quand je suis arrivée, je pense avoir entendu parler de diversité. Je serais curieuse de savoir quels sont les points communs entre les musulmans du Moyen-Orient, du Maghreb, de l'Europe centrale, l'islam en Chine chez les Hui. Bref, le monde musulman dont vous parliez... Mais personne n'a parlé du monde. C'est le jeune homme, il a bien dit le monde musulman. Donc juste de revenir, comme le disait Madame Fournier, sur les différentes strates qui existent à l'intérieur d'une même religion. Ensuite, Madame Fournier, quand vous évoquiez les musulmans qui, à chaque fois qu'ils essaient de se lever pour changer le Coran, il y a 4 écoles juridiques, il y a des jurisprudence.
Donc ce texte a évolué. Malheureusement, nous connaissons peu en France ces écoles juridiques, l'évolution de la jurisprudence. Donc on ne sait pas comment effectivement l'interprétation de ce texte évolue. Et il y a aussi quand même une chaîne peut-être à ne pas oublier. Vous avez vous-même parlé de la colonisation. Ceux qui étaient formés dans les zaouïas à ces interprétations et qui avaient la possibilité d'acquérir une connaissance globale qui prenait en compte l'apprentissage de la langue, mais aussi la philosophie, ont été retirés de ces zaouïas, mis dans les écoles coloniales pour entrer dans l'administration française. Donc il y a une véritable rupture dans la chaîne de transmission des élites qui travaillaient sur l'interprétation et l'évolution interprétative de ces textes. Donc je pense que notre mémoire devenant de plus en plus sélective, les raccourcis deviennent de plus en plus dangereux. Donc ça, c'était 2 remarques quand même que je voulais faire, parce que le discours là, depuis tout à l'heure, quand même, commence à m'inquiéter sérieusement. Ma question, vous avez parlé, madame, de l'optimisme de la vie, peu défendu par les parents et par les enseignants. Je vous rejoins tout à fait. Mais il y a un mot que je n'ai pas encore entendu, alors que j'ai entendu frustration. Ce plan de lutte contre le terrorisme arrive en même temps que le plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire chacun aujourd'hui pense être victime d'un racisme, d'une relégation, quel que soit l'endroit où il se trouve. Et effectivement, on sent sentiment d'humiliation au travail, d'humiliation à l'école, manque de reconnaissance. Donc j'aurais bien aimé vous entendre là-dessus, parce que cet optimisme dont vous dites qu'en gros, soyez pessimiste entre adultes, mais Disneyland avec les enfants, je ne vois pas trop comment on ne transmet pas que ce qu'on dit à une génération, on transmet aussi ce qu'on est. On appelle ça le savoir-être. Donc je serais quand même assez curieux, vous tous, de vous entendre un peu, parce que je n'ai pas le temps de faire un débat théologique, mais je serais ravie à une autre occasion, sur l'optimisme que chez les enfants, je trouve que c'est un peu comme réponse... voilà. Et je n'ai pas entendu parler de cohésion sociale, de refus de la mixité, de relégation, de ghettoisation, de souffrance. Voilà, la société, non. C'est pas vraiment une question. Hein. Alors, il y a quand même une réponse. Anne Fournier, juste le 12 novembre, donc la veille des derniers attentats à Paris, il y avait une réunion interministérielle sur la question de la prévention de la radicalisation, dans lequel vous aviez tous les ministres concernés, c'est-à-dire non seulement l'éducation et l'intérieur, mais aussi la famille, mais aussi les ministères économiques, etc. Parce qu'il est évident que tenir un discours optimiste, c'est une chose, offrir des perspectives qui soient de régler les questions du logement, de rendre plus crédibles les mesures en faveur de l'emploi des jeunes, etc., etc. Tout ça, ça fait aussi partie de la prévention. Moi, je n'ai pas de réponse parce que je suis d'accord avec vous. Donc, d'autres interventions? Bonjour. Bonjour. Oui. Je suis là. Bonjour. Oui, à droite. Ben, moi, je vais répondre aussi à Madame Fournier. Enfin, je vais donner mon avis, en fait, ici. Donner mon avis simple, pas compliqué, quoi, de ce que je vois, moi, dans la réalité. Voilà, de comment les gens comprennent les choses, je pense. Hein. Je suis d'accord avec l'intervention de la dame. Ouais. Et du coup, l'éducation, ça passe par les enfants, donc ça serait un paradoxe total de mettre de côté les enfants, bon, dans un rêve illusoire, et les mettre de côté de la réalité. Bon. Une réalité d'ailleurs qu'on veut mettre en avant comme causée par la religion. Hein. Donc on arrive dans cette conférence en montrant qu'il y a des réalités qui sont psychologiques, qui sont sociales, mais on arrive à glisser petit à petit vers les femmes voilées, vers des sujets polémiques, qui activent chez les gens une confusion. Et quand monsieur d'ailleurs, qui fait des études sociologiques, explique que les femmes voilées ont des volontés aussi et des revendications, si on parle des femmes voilées sans prendre en compte ça, je suis désolé, c'est de l'antiféminisme, et beaucoup de féministes en parlent,
Donc mettre de côté la femme voilée, c'est aussi mettre de côté la femme qui porte le voile. Quand vous parlez bon, je vais faire rapidement parce que ça... Oui, continuez. Un peu de silence. J'ai l'impression aussi que dans toute cette conférence, on a soustrait l'Occident du problème. Et on a soustrait l'histoire, on a soustrait le colonialisme. Et la réalité et l'actualisation aujourd'hui des problématiques de... Non, vous n'en avez pas parlé. Non, vous n'en avez pas parlé. Si, vous dormiez, en tout cas, vous n'avez pas forcé dessus, quoi. Dans le fameux rêve illusoire, vous étiez pendant qu'on en parlait. Voilà, simplement, moi, je voulais juste dire que on met de plus en plus de côté les facteurs psychologiques et sociaux qui sont réels, et on met en avant des causes religieuses. Vous voulez intervenir ? Et notamment dans le marché de la haine. Et je pense que c'est dangereux, Madame Fournier, c'est extrêmement dangereux d'attiser la haine comme vous le faites à chacune de vos interventions. Vous parlez des femmes voilées, vous parlez des... Qu'est-ce qu'il a dit ? Voilà. Merci. Oui, moi je suis... Bon, est-ce que vous voulez intervenir ? Anne Fournier, vous voulez intervenir ? Excusez-moi, est-ce que vous avez une question précise en fait ? Ma question, c'est pourquoi vous ne parlez pas un peu plus de la réalité historique du colonialisme et des conséquences actuelles sur la médiatisation d'une part. Qui veut répondre à cette question ? Voilà. Alors, je demande au Cercle Condorcet de m'inviter pour une soirée sur le colonialisme. Mais je crois que l'un et l'autre, aussi bien Raphaël Liogier que moi, en avons parlé pour remettre en perspective. Je voudrais revenir à l'intervention précédente. Je ne vous ai pas répondu sur les discriminations, et c'est vrai qu'on est dans une société... Bon, alors... On est dans une société qu'on va caractériser de clivée, d'éclatée. Et dans cette société éclatée, il faut quand même arriver à porter, pour les nouvelles générations, un discours qui est d'un autre ordre qu'il y a une falaise, saute. Parce qu'il n'y a aucune perspective pour toi. Et je vous renvoie à un film que vous avez probablement vu, qui s'appelle « La vie est belle ». Et où le père emmène son môme jusqu'en camp de concentration en essayant de lui montrer les beaux côtés de la vie. Alors, c'est excessif ce que je vous dis, mais j'essaye de vous faire entendre que le discours systématiquement zémourien du déclinisme est une catastrophe. Avant Zemmour, Madame Fournier, c'est très grave, votre raccourci il est intéressant. Moi, je vous demande comment des hommes et des femmes qui ont le sentiment d'être victimes au travail, à l'école, les enseignants, dans le discours qu'ils tiennent, comment, lorsqu'on se sent soi-même une victime à cause de politiques économiques, de politiques éducatives qui changent tous les 3 ans, de salaires qui ne permettent pas d'offrir à ses enfants ce qu'on veut, de familles éclatées, de valeurs perdues, comment on fait, c'est ça ma question, pour tenir un discours optimiste? Je suis bien d'accord avec vous. La situation est absolument dramatique. Mais quel intérêt de transmettre notre propre angoisse de mère, de grand-mère à nos enfants? Ça ne les construira pas. Madame Fournier, êtes-vous allée dans certains quartiers voir comment certaines familles vivent? Vous voulez que j'aille leur diffuser La vie est belle pour leur dire « Faites comme le père de ce personnage, prenez sur vous ». Ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce à quoi vous touchez, ça s'appelle le bien public partagé. Comment on retrouve de la confiance au sein d'une société pour co-construire ensemble un avenir où le bien public
reprenne sa place et ses droits. Et ça se co-construit. Et ce n'est pas une histoire de discours, c'est une histoire d'actes collectifs. Je suis parfaitement politiquement d'accord avec vous, mais ça n'est pas le lieu. Il y a d'autres questions sur... si on peut revenir à la conférence. Il faut éviter que ça tombe dans un dialogue entre une personne et une autre personne à la tribune. Est-ce que... on peut prendre encore quelques questions. Monsieur, allez-y, vous avez un micro. Oui, je voulais évoquer avec Madame Fournier la question, la perspective géopolitique rapidement, puis la question d'Internet avec Monsieur Logier. Quant à la question géopolitique, vous avez dit que, a priori, la Russie profiterait de la chute de Daesh, et ça me semble... je pense qu'il faudrait pour cela déjà que Assad et les Alaouites gardent le pouvoir en Syrie, ce qui n'est pas fait. Et au contraire, je pense que ça profiterait davantage aux Saoudiens et donc qui soutiennent et financent le Front al-Nosra et les différentes factions et Katiba sunnites. Et donc aux Occidentaux qui soutiennent les Saoudiens, ainsi qu'aux Kurdes qui combattent au nord de l'Irak. Et d'autre part, bon, ça je l'évoquerai peut-être pas parce que ça va être un peu long. Je voulais évoquer le double jeu de la Turquie, mais ouais. Et pour Monsieur Liogier, quant à la question d'Internet, vous avez parlé des djihadistes 2.0. Ma question est, est-ce que le gouvernement fait-il assez ou peut-il en faire plus avec les géants d'Internet pour mettre en place une forme de censure de certains sites djihadistes et forums? Je vous remercie. Bon, Monsieur Logier, vous répondez? Moi, sur la Russie, je vais laisser ma collègue répondre, mais je suis d'accord avec ma collègue. Mais puisque Bachar el-Assad, très clairement, il a été défendu par les Russes pour des raisons bien spécifiques, liées à l'extension de leur influence au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs ce que la France a essayé d'éviter avec la politique de Laurent Fabius depuis 3 ans et demi. Il a essayé d'éviter ça. Il n'y est pas arrivé parce qu'il n'a pas été suivi par les Américains. Enfin, je laisserai ma collègue répondre dans le détail. J'ai rien de plus à dire. Mais sur le deux poids, je pense qu'on ne fait pas assez, mais peut-être pas forcément en termes de censure, parce que le problème de la censure, moi je ne suis pas contre a priori, sincèrement, lorsqu'il y a des choses qui dépassent la mesure et qui mettent en danger la vie, la sécurité réelle des personnes, je ne suis pas contre a priori. La seule chose, c'est que la censure sur Internet, on sait que c'est extrêmement difficile à mettre en place parce que Internet, comme son nom l'indique, ne connaît pas les frontières institutionnelles, donc il faut des accords non seulement entre États, mais il faut que les entreprises acceptent. Il y a un pouvoir énorme non seulement de Google, mais d'autres sociétés. En revanche, ce qu'on pourrait faire, je crois, c'est essayer de comprendre sérieusement comment ça se passe sur Internet, et je ne crois pas qu'on se donne tous les moyens. Moi, j'avais proposé au gouvernement dès janvier, puisque j'avais été le premier auditionné par la commission parlementaire de surveillance des filières djihadistes, et j'avais proposé de mettre en place, je l'avais appelé, alors ça fait un peu comme ça, mais en fait c'est concret, un observatoire national des identités. Parce qu'Internet, c'est quoi? C'est devenu un nouvel espace protéiforme où se construisent les identités de façon un peu anarchique. Et on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, parce qu'il n'y a pas de laboratoire même de recherche avec des gens qui seraient de la psychiatrie, psychologie, anthropologie, sociologie, politique, des gens qui seraient spécialistes de l'islam, mais pas seulement, même des gens spécialistes d'informatique qui sont en infocom, pour essayer de comprendre sérieusement comment ça se passe, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, et comment est-ce que les identités se construisent sur Internet. Moi, je pense que, oui, évidemment, ça ne serait pas à très court terme, on aurait des effets, mais quand même on aurait des effets à moyen et long terme qui seraient plus que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on le laisse aux spécialistes de la sécurité. Moi je ne suis pas contre, aux renseignements généraux et autres. C'est seulement qu'ils ne sont pas formés pour ça. C'est juste ça, c'est que ça les dépasse. Voilà. Pas seulement, alors là je vous donne une information. Le numéro vert, si c'est à ça que vous faites allusion, d'abord, il a des vagues plus ou moins fortes selon le contexte extérieur. Mais il y a un tri qui est fait. Très peu de dossiers remontent à l'UCLAT, c'est-à-dire à la sécurité. Et l'essentiel est traité après par des associations d'aide aux victimes, type ILAVEM, moi, je voyais un travail global sur le fonctionnement d'Internet vis-à-vis des identités des jeunes, à l'école, comment ça commence. Un truc vraiment de grande ampleur. Et ça passe aussi par ce que Belkacem. Vous avez des chiffres sur le numéro vert. Je crois qu'on parlait de 4200 appels.
En 2014. En 2014, et il y en a eu autant cette année, on est à plus de 8000. Mais là aussi, vous avez aussi des gens qui appellent le numéro vert parce qu'ils viennent d'entendre qu'il s'est passé quelque chose au Bataclan ou qu'il s'est passé quelque chose à Marseille. Bon. Et vous avez un pic de demandes qui ne sont pas forcément justifiées. Et le problème de tous les numéros verts, quels qu'ils soient, c'est qu'il faut faire le tri. C'est exactement comme quand les flics affichent quelqu'un en disant alerte enlèvement. Alors l'enlèvement, vous retrouvez le gamin dans toute la métropole. Donc c'est toujours à manier avec précaution et les chiffres ne sont pas forcément significatifs. Bien, il nous reste un quart d'heure. Veuillez lever la main pour ceux qui veulent s'exprimer. Oui, monsieur. Une question pour monsieur Liogier. Vous avez évoqué un fondamentalisme plus intérieur qui pose moins de problèmes puisqu'il rejette la violence. Pour autant, il peut avoir une violence insidieuse, je dirais, pour prendre la métaphore médicale, pré-grippale. Quand on voit, alors c'est certes caricatural, l'imam de Brest qui dit aux enfants que la musique c'est pas bien, c'est le diable, que le sport c'est la même chose, sans parler qu'ils peuvent être transformés en singes, etc. C'est certes caricatural, mais je pense que ce fondamentalisme, quand il a cette influence sur les enfants ou sur un environnement en situation de fragilité, il pose problème. Que peut-on faire face à cela? Alors moi je vais faire dans la provocation pure et dure. Qu'est-ce qu'on fait contre les prêtres pédophiles? Non, je vais vous dire, j'ai pas dit que c'était bien. Hein. Vous savez, quand j'ai pas dit que c'était bien, j'ai dit seulement que comme c'était un problème différent, il fallait le traiter différemment. Il ne fallait pas le traiter dans une logique qui serait liée à une logique immédiate de sécurité terroriste. L'erreur, pour moi, c'est de penser qu'il y a une solution de continuité, qu'il y a un processus, et du coup de ne pas mettre le viseur là où il faudrait. C'est juste ça. Par contre, moi je pense que ça pose un problème social très important. Et que oui, c'est un problème qui pourrait, alors là c'est un problème lié à l'éducation, lié au décrochage des quartiers populaires, à toute une série de choses qui sont plus complexes. Là je donne juste 2 exemples, mais toute une série de choses qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on imagine. Et il faudrait même, oui, des politiques éducatives en place, je pense. Il y avait une autre question là, monsieur, là, oui. Marcel. Au niveau des politiques éducatives, les travailleurs sociaux, c'est ce qu'ils réclament, hein, de toute façon. Là-bas, juste au bord, là, oui. Mais le monsieur, là, pourquoi il ne lui donne pas? Oui. Bonjour, je voudrais demander aux intervenants, madame et monsieur, ce qu'ils pensent des 2 films qui font l'actualité, à savoir Salafiste et Made in France. Je voulais savoir quel regard l'un et l'autre vous portez sur les problèmes qu'ils ont eu avec les comités d'agrément. Et qu'est-ce que vous pensez du contenu des films sur le fond? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Vous n'avez pas bien entendu? Je voudrais savoir... Comment? On n'est pas les critiques du Masque et de la Plume et on n'a pas vu les films, on est désolé. Ah, on ne peut rien en dire. Non. Et monsieur Logier, moi je ne l'ai pas vu, je vous avoue. Vous l'avez pas vu? Non, je suis désolé, hein, c'est vrai. C'était erreur professionnelle. Ah, mais je suis d'accord. J'ai une autre question. Je voudrais savoir si... Je l'assume. Non, je ne l'assume pas, j'ai honte. Je voudrais savoir si on sait ce que sont devenus les auteurs encore vivants des vagues de terrorisme radical des années 86, 95, 2003 et 2005. Ce que sont devenus ces personnes et est-ce qu'ils ont été déradicalisés? Qui veut répondre? Monsieur Logier. Il faut répondre à la suite. Il faut faire d'autres questions. Voilà, on prend d'autres questions. Que sont-ils devenus? Si, mais on fait. On va prendre plusieurs questions, monsieur. Arlette, tu voulais pas poser une question? Merci. Non, je voulais juste poser une petite question, parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà été posées. Est-ce que les jeunes filles qui sont voilées, justement, dans les quartiers dits difficiles, est-ce que la voie vers le terrorisme, ça ne serait pas le seul moyen pour elles d'accéder à une forme de libération et un petit peu d'héroïsme et de se voir mises à l'égal de leurs frères ou de leur père?
Par rapport aux femmes qu'on envoie, enfin, qui partent en Syrie, moi je veux bien qu'on imagine que la libération de la femme passe par le fait de porter des enfants pour Daesh. C'est pas ma conception du féminisme et de la libération de la femme. Elles le savent peut-être pas avant, comme on l'a vu. Elles ne le savent pas, elles se font piéger, on est d'accord. Voilà. Et elles ne reviendront jamais. Elles ne reviendront jamais parce que leurs enfants seront, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les circonstances, confisqués. Donc, c'est des visions d'horreur. Pour répondre à ceux qui ont commis des attentats, ils sont en prison. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les déradicaliser? Je crois avoir été assez claire pour dire que la déradicalisation, ça ne marche pas. Voilà, il y a une question, oui. Mademoiselle. Là. Attends, il y a une autre question. Moi déjà, je ne crois pas à la radicalisation, vous imaginez, pour la déradicalisation. Alors, mais par contre, il y a des gens qui ont des comportements extrêmes. Je reprends mon truc, comportement extrême, antisocial, terroristes et qui passent à l'acte, pour moi, bon, c'est du domaine du pénal et ils doivent être punis, c'est clair. Ensuite, est-ce que ces gens arrivent à revenir à la normale? Moi, je ne saurais le dire. Enfin, je suis pas psychiatre, à vrai dire, sur ce sujet. Par contre, ce que je sais, une chose que je peux dire, ceux qui sont avant terrorisme, hein, plutôt dans le comportement extrême, ce que je sais, c'est que souvent, c'est un rapport extrême au désir d'être, ce que j'appelle le désir d'être, à la narration. Et que dans la vie de ces gens, souvent, il y a eu des sentiments d'humiliation qui peuvent être traduits par des coupures quoi, dans la narration, et que la seule chose qui pourrait éventuellement marcher, c'est de reconstituer de la narration positive. C'est pour ça que, par exemple, ce qu'ils font au Danemark, mais pas chez des gens qui ont commis des attentats ou qui ont été violents, etc., c'est qu'ils essayent de recomposer leur récit, essayer de comprendre pourquoi ils sont partis, désir d'aventure, pour avoir une vie pleine, lutter contre un dictateur, quelque chose qu'ils voient comme étant positif, et ils essayent de le faire glisser, par exemple, vers le désir d'humanitaire. Et donc ça, moi, je crois, effectivement, puisque je pense que les humains ont besoin de se raconter tout le temps quelque chose de positif, je crois à la possibilité d'essayer progressivement de substituer un récit à un autre. Mais je pense que c'est très délicat, ça demande d'être vraiment professionnel. On va prendre encore 2 questions. Madame, il y a cette dame là qui veut poser une question. Regarde. Oui, moi je voulais poser la question, je trouve ça très intéressant, la disjonction entre terrorisme et puis fondamentalisme, de faire la différence pour pouvoir avoir donc des réponses différentes à ces deux phénomènes. Ma question c'était plus, il y en a 2. La première c'est au niveau du fondamentalisme, comment répondre, quelles sont les réponses à ça, peut-être au niveau de l'éducation, peut-être ça rejoint déjà ce que vous avez dit à l'instant. Et la deuxième, est-ce qu'agir sur le fondamentalisme en amont n'aura pas des effets quand même si c'est 2 phénomènes distincts, sur le phénomène du terrorisme? Voilà. Le fondamentalisme, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, qu'il soit protestant, qu'il soit catholique, parce que vous avez des groupes dans ces 4 catégories, c'est du ressort de la croyance. Et en France, depuis 1905, la croyance est libre. Donc il n'est pas question de lutter contre le fondamentalisme. Oui, je profite d'avoir le micro pour dire que je suis très content de cette dernière intervention, cette dernière réponse, parce qu'effectivement, le problème est fondamentalement un problème de laïcité, hein, que les comportements dont on parle sont complètement impensables dans une optique de laïcité, et que si la population dans son ensemble était persuadée, et en particulier la jeunesse, était informée suffisamment, ça constituerait quand même un bain social, un environnement humain qui permettrait, je pense, de réguler les excès justement de passage à la radicalisation. Alors, je signale que le Cercle Condorcet va organiser dans pas longtemps, sans doute au mois de mars, une plénière sur les questions de la laïcité, question qui, malheureusement, divise un peu trop nos concitoyens, hein, alors qu'il faudrait effectivement, me semble-t-il, contre une radicalisation tellement
diverses, mais qui va toujours dans le même sens, avoir un front uni de la part des républicains et des laïcs pour lutter effectivement, efficacement contre ce fléau. Raphaël Liogier voulait conclure. Juste, non, je ne veux pas que je veux conclure, parce que ce n'est pas possible de conclure sur ce thème, je pense. Mais juste pour répondre à ce que vous disiez, puisque vous m'aviez adressé, c'est... En fait, quand je distingue les phénomènes aussi, c'est pour une raison quand même heuristique. Parce qu'il y a quand même des liens. C'est-à-dire qu'il y a quand même des liens. Déjà, c'est une chose, c'est que, comme je le disais, celui qui se met dans la posture du djihadiste, quand bien même il n'est pas passé par intensification de sa pratique, etc., une fois qu'il est dans la posture de djihadiste, il a besoin de raconter quelque chose de cohérent, et donc il se veut fondamentaliste. Donc il va, à ce moment-là, peut-être fréquenter des fondamentalistes. Mais là où c'est complexe, c'est qu'il ne les fréquentera pas de la même manière que ceux qui sont passés par l'autre processus. Donc pour moi, c'est pour ça, c'est ce que je reproche un peu, ce serait une manière de le repérer, justement. De voir que, je vous dis, le truc évident, le style néo-afghan, ou le fait qu'en fait, il prie moins que les autres. Parce qu'il estime qu'il n'a pas à faire forcément les 5 prières, parce qu'il a un destin qui est plus élevé. Ce qui est soutenu par ses copains de Daesh qui lui disent qu'effectivement, c'est le cas. Et du coup, on peut le voir plus facilement. Donc, voilà exactement. C'est-à-dire ensuite, maintenant, si on agit sur le fondamentalisme, est-ce que ça touche, par la force des choses aussi, le fait de mettre en scène l'islam absolument antisocial, non seulement ça rend désirable chez certains individus qui sont dans cette posture-là, mais en même temps, le fait d'attaquer ces fondamentalistes qui s'estiment être dans le juste pur, il faut se mettre dans leur place, dans leur désir d'être, de ce à quoi ils veulent ressembler, ça peut créer des phénomènes aussi de glissement chez eux. Je vous donne un exemple, nous qu'on a observé avec Agnès de Féau, puisqu'on avait travaillé sur les femmes qui sont mises à porter le voile intégral, qu'on peut considérer comme des fondamentalistes, elles veulent vraiment revenir au fondement, et celles qu'on filmait, on a fait vraiment une enquête ethnographique en les filmant dès 2007, 2008, 2009, en voyant l'évolution, et l'évolution, ce qui était intéressant par rapport au débat public, par rapport à la loi, on s'est rendu compte que certaines d'entre elles, la plupart d'entre elles, qui le mettaient avant la loi, eh bien, elles l'ont enlevé, sauf en le maintenant dans certaines conditions, lorsque c'est possible. Par contre, on a vu d'autres femmes se mettre à mettre le voile intégral, et le mettre pour des raisons, justement, qui semblaient être plus politiques, plus réactives que précédemment. Donc on a eu un transfert, et avec certaines qui le mettaient avant et qui ont continué à le mettre, mais aussi pour les mêmes raisons, et aussi avec des glissements. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est pas complètement imperméable, parce que ça peut se nourrir, mais néanmoins, ce sont deux phénomènes qui suivent des voies différentes et donc il faudrait traiter différemment. Voilà. Si je peux... Le véhicule employé, en fait, j'ai l'impression que c'est une expression, comme il y en a énormément d'expressions de mal-être social, économique, etc. Mais ce mal-être-là, il prend le véhicule, on va dire, j'ai envie de dire ça comme ça, d'une emprise, peut-être vous le diriez comme ça, du fondamentalisme ou d'une radicalisation. Il devient politisé, après il se politise. Politise a posteriori. A posteriori, tout voilà. à fait. D'accord. Bon, je n'ai pas de questions. Bon, il est 20h. On va en terminer là pour les questions. On vous remercie tous d'être venus et on vous souhaite une bonne soirée. La conférence est filmée, donc vous aurez le lien. La radicalisation qu'on connaît, qui touche l'islam, n'est qu'une des formes de radicalisation que connaît le monde, et que tant qu'il y aura des exercices d'emprise sur les gens, on ne s'en sortira pas. Donc il faut absolument armer les gens pour qu'ils reconnaissent les tentatives d'emprise. Pour faire un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, on reconnaît maintenant ce que sont les pervers narcissiques. Pendant très longtemps, on ne les a pas reconnus. Et donc, ils faisaient souffrir leur famille, leur boulot, etc. Si on arrive à déterminer ce qu'est l'emprise, si les gens le repèrent, on n'aura plus ce genre de difficultés. Et comment armer les gens alors? Par la prévention. Et ça, c'est long. Il faut se rendre compte qu'on en a pour des années à en parler. Je crois qu'il y a un enseignement intéressant de ce débat, c'est que le terme même de radicalisation pose problème et que la solution qui consisterait à déradicaliser pose encore plus de problème parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et donc le fait qu'on ne comprenne pas ce que ça veut dire, ce qui est positif, c'est que ça a donné lieu à une multitude d'interprétations où chacun a pu s'exprimer, je crois, finalement assez librement, ce qui est assez rare dans les débats.